Vous deux, vous êtes accusés d'homicide volontaire, ce qui correspond à une tentative ou à l'intention de commettre un meurtre au premier degré. L'État affirme que vous avez assassiné Mary Welch. L'accusation de homicide volontaire peut entraîner la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La deuxième infraction dont vous êtes accusé est la maltraitance d'enfants au premier degré. Cela correspond à l'intention ou à la tentative de nuire physiquement à un enfant. L'accusation de maltraitance d'enfants peut entraîner une peine de prison à perpétuité. Lorsqu'une nouvelle vie entre au monde, elle arrive fragile et vulnérable. Elle ne peut pas se nourrir seule ni se déplacer. Et elle a besoin de soins pour pratiquement tout. Pour cette raison, elle devient totalement dépendante pour pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux. Cependant, il existe une situation capable de susciter la terreur dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Et si, lorsque nous étions à ce stade si fragile de la vie, nos parents ou nos tuteurs ne s'étaient pas correctement occupés de nous? Si, au lieu de répondre à nos besoins et de nous protéger, ils étaient eux-mêmes les véritables dangers dans nos vies? En tant que nouveau-nés, comment pourrions-nous nous défendre? Impossible. C'est ce scénario désespérant que la petite Mary a ressenti pendant seulement ses 10 mois de vie. Elle était la plus jeune fille d'un père et d'une mère qui avaient eu 3 filles, mais qui, sans aucune explication, l'ont choisie, elle, pour la détruire de l'intérieur même. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de la négligence parentale de Seth Welch et Tatiana Fusari. Tatiana Fusari est née le 11 novembre 1990 dans le Michigan, aux États-Unis. Les détails sur son passé ne sont pas très clairs. On sait seulement qu'à l'âge de 20 ans, elle a décidé d'étudier la pédagogie avec le rêve d'ouvrir une crèche un jour. Elle a fini par entrer au Grand Rapids Community College, et c'est là qu'elle a rencontré Seth Welch, également âgé de 20 ans. Leur relation s'est développée à une vitesse tellement folle qu'ils ont décidé d'emménager ensemble après la première semaine de leur relation. Seth a grandi dans un environnement très religieux et conservateur, une éducation qui l'a marqué pour le reste de sa vie. De plus, le jeune homme croyait en de nombreuses théories du complot, notamment sur un effondrement du gouvernement américain et l'arrivée imminente d'une apocalypse. Ces croyances ont amené Seth à développer une sorte de paranoïa envers le monde, ce qui l'a ensuite poussé à convaincre Tatiana de déménager dans une ferme isolée dans une autre ville du Michigan. L'idée était qu'ils puissent tous produire tout ce dont ils avaient besoin pour vivre, s'émancipant ainsi du reste du monde, et pendant un bon moment, cet objectif a été atteint. Peu de temps après leur déménagement, Tatiana est tombée enceinte de leur première fille, Elisabeth, et les choses lui semblaient bien se passer. Cependant, avec la famille qui s'agrandissait, le couple s'est rendu compte que ce qu'ils produisaient là-bas ne serait pas suffisant pour subvenir à leurs besoins et à ceux de l'enfant à venir. Et ainsi, ils ont pris la décision forcée de vendre le surplus de la récolte de la ferme au marché fermier local, afin qu'avec l'argent, ils puissent acheter des articles nécessaires pour le bébé. L'isolement du reste de la société, désormais partiel, a poussé Seth à s'enfoncer encore plus dans ses croyances et ses paranoïas. Il s'est mis à publier de longs sermons sur ses réseaux sociaux sur ce que les gens devaient faire pour ne pas s'éloigner du chemin du Seigneur et ne pas succomber à la tentation du mal. À ses yeux, la ferme n'était qu'une étape vers son véritable objectif, un lieu où Jésus-Christ serait le seul maître et qui serait indépendant de l'argent. Il considérait cela comme un projet intitulé « Stewards of Creation », administrateur de la création. Et tout autour de la propriété, Seth a commencé à installer des panneaux avec divers versets de la Bible, ce qui attirait beaucoup l'attention de ceux qui passaient devant. Malgré tout, aucune de ces pratiques ferventes n'était problématique en soi, puisque Seth exprimait simplement sa dévotion religieuse sur sa propre propriété. Le problème est survenu lorsque cette dévotion a commencé à interférer directement dans la vie du reste de la famille et en particulier de sa fille.
Après la naissance d'Élisabeth, lui et Tatiana, qui, à son tour, avaient adopté les croyances de son compagnon, ont emmené la petite chez le médecin pour une visite de routine, mais ont refusé de la faire vacciner. Selon le père, les vaccins n'avaient aucun sens, puisqu'ils empêchent le processus de l'évolution naturelle. Cette position anti-vaccin des parents a beaucoup alarmé les médecins, car si vous ne vaccinez pas un enfant, vous mettez sa santé en danger. Pendant les 6 premiers mois de la vie, le bébé obtient des anticorps grâce au lait maternel. Après cette période, il doit commencer à produire ses propres anticorps pour se protéger contre les maladies, et c'est là que la vaccination intervient. En évitant cette prévention, l'enfant est exposé à des maladies qui, face à un système immunitaire encore en développement, peuvent être fatales. Seth et Tatiana faisaient preuve d'une grande résistance envers la médecine, croyant que la foi et l'évolution naturelle étaient les seules protections dont ils avaient ras besoin. Des années après la naissance d'Élisabeth, Tatiana est tombée enceinte 2 autres fois, donnant naissance à 2 autres filles, la plus jeune étant Mary Welch, née le 23 octobre 2017. Pour éviter tout contact avec les médecins et l'aide sociale, Tatiana a accouché de ses 2 filles. À la maison, et tout comme Élisabeth, aucune des 2 n'a été vaccinée. Malgré les croyances controversées de Seth, les choses semblaient normales. Quand il ne publiait pas ses sermons en ligne, il partageait de nombreuses photos de la famille à la ferme, en train de cueillir des fruits, de jouer avec des animaux et de faire des activités en plein air. Cependant, nous savons bien que la vie montrée sur les réseaux sociaux ne reflète pas toujours la réalité. Le 30 mai 2018, Seth a publié une vidéo disant que la ferme allait enfin devenir l'administration de la création, l'endroit qu'il avait imaginé depuis le début. Cela impliquerait quelques changements, comme le fait qu'il cesserait de vendre une partie des récoltes sur les marchés locaux. Puisqu'en faisant cela, il servirait pour l'argent, alors que le seul maître qu'il devait en suivre était Jésus-Christ. Cependant, dans la pratique, les choses ne se sont pas passées ainsi. La production de la ferme avait commencé à décliner et, par conséquent, la famille, désormais bien plus nombreuse, a commencé à rencontrer quelques difficultés. Cela a forcé Tatiana à chercher un emploi afin de pouvoir fournir un revenu supplémentaire pour combler ce qui manquait à la maison. Elle a finalement trouvé un emploi à temps partiel dans un McDonald's de la région, ce qui laissait parfois Seth seul pour s'occuper des 3 filles et de toute la ferme, puisqu'il n'y avait pas de travailleurs sur la propriété. Ce qu'ils avaient de temps en temps, c'était des bénévoles qui aidèrent de façon sporadique et recevaient une partie de la récolte comme forme de paiement. Toute personne ayant déjà fait l'une ou l'autre de ces 2 choses sait que les 2 tâches demandent du dévouement. La question était donc la suivante. Comment Seth a-t-il réussi à gérer tout cela ? Il n'a pas réussi. La ferme a commencé à être mal entretenue et la situation de la maison s'est dégradée de façon exponentielle, devenant un environnement complètement sale et inhospitalier. Pour l'instant, je ne fais qu'effleurer le sujet parce que lorsque je parlerai de la visite des policiers dans la maison, je vais décrire le dégoût que ce lieu inspirait. Et c'est avec tous ces problèmes que nous arrivons au jour fatidique du 2 août 2018, où, avec tout le calme du monde, Seth appelle les urgences pour signaler que sa plus jeune fille, Mary, âgée de seulement 10 mois, était morte. Normalement, un père appelant pour signaler quelque chose de ce genre aurait au moins une réaction émotive, mais ce n'était pas le cas ici. Seth était beaucoup trop calme, avec une certaine indifférence face à la tragédie qu'il venait de décrire. Lorsque l'opératrice a dit qu'elle envoyait une ambulance et lui a demandé s'il allait bien, Seth a simplement répondu « Ah, vous savez, encore une journée normale sur Terre. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. » Lorsque la police et les premiers secours sont arrivés, ils sont tombés sur une maison qui semblait abandonnée depuis des années. Un bien extrêmement sale, entouré de moisissures et d'insectes. Mary était allongée sur un matelas moisi, complètement taché d'urine et qui dégageait une odeur horrible.
Les autorités ont récupéré le corps, ont emmené les parents au commissariat et les 2 autres filles ont été confiées à l'aide sociale. Lorsque le corps de Mary est arrivé au laboratoire d'autopsie, quelque chose d'encore plus révoltant a été révélé. Au départ, ce qui a le plus attiré l'attention, c'était le poids de la fillette, qui était de 3 kilos, alors qu'à son âge, elle aurait dû peser environ 8 kilos. Ses yeux étaient très enfoncés et ses pommettes étaient très saillantes. La colonne vertébrale et les côtes étaient extrêmement visibles, rendant encore plus évident à quel point elle était en dessous de son poids normal. Ses muscles s'étaient tellement atrophiés qu'elle n'arrivait même plus à bouger la tête. Quelle est la cause officielle du décès ? Malnutrition et déshydratation. Bien que Mero ait été retrouvé dans cet état complètement inhumain, tous les autres membres de la famille étaient en parfaite santé. Alors, comment expliquer que, au sein d'une famille en bonne santé et bien nourrie, une enfant de seulement 10 mois soit morte de faim ? Seth et Tatiana ont été maintenus en détention, accusés de meurtre au premier degré et de maltraitance d'enfants. Et le service de protection de l'enfance et de l'adolescence a agi rapidement pour retirer définitivement la garde des 2 autres filles et la confier aux grands-parents. Lors de l'interrogatoire, tous 2 ont refusé d'assumer toute responsabilité concernant la mort de leur fille, affirmant qu'ils nourrissaient la fillette exactement comme les autres. Ils ont également déclaré qu'ils avaient remarqué que la fillette était très maigre, mais rien qui attire l'attention car cela était courant dans la famille, surtout du côté de Tatiana. La vidéo du couple écoutant les accusations portées contre eux et la peine qui leur serait appliquée s'ils étaient reconnus coupables est devenue virale en raison de leur réaction. Seth, d'ailleurs, a été bien plus surpris d'apprendre qu'il pourrait passer le reste de sa vie en prison que par le fait que sa fille était décédée. Vous 2 êtes accusés d'homicide volontaire. Ce qui correspond à une tentative ou à l'intention de commettre un meurtre au premier degré. L'État affirme que vous avez assassiné Mary Welch. L'accusation d'homicide volontaire peut entraîner la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'État exige un échantillon d'ADN à prélever en prison, ce qui se fait généralement à l'aide d'un écouvillon à l'intérieur de la bouche. La deuxième infraction dont vous êtes accusé est la maltraitance d'enfants au premier degré, qui consiste à tenter ou à avoir l'intention de causer des dommages physiques à un enfant. L'accusation de maltraitance d'enfants peut entraîner une peine de prison à perpétuité. L'État affirme que Mary Welch est la victime que vous avez négligée. Au cours de l'enquête, les téléphones portables du couple ont été confisqués et ont révélé des informations troublantes. Dans des échanges de messages, Seth a révélé qu'il en avait assez des pleurs de ses filles et qu'il ne voulait plus s'occuper d'elles, demandant à sa femme de rentrer plus tôt à la maison pour s'occuper des petites. De plus, toujours par message, il a dit que Mary avait été bâillonnée pour lui fermer la bouche. Quant à son historique d'activité, sur son téléphone portable, il y avait un appel passé à ses parents quelques heures avant qu'ils ne contactent les urgences. Un autre appel avait été fait à un avocat. Une recherche sur l'enlèvement d'un rappeur et des messages à un homme concernant la vente d'une chèvre. Ce n'est qu'après tout cela qu'il a passé l'appel pour informer du décès de Mary. Et selon l'estimation des médecins légistes, la fillette était déjà décédée depuis près de 5 heures lorsqu'elle a été prise en charge. Seth a été jugé le 20 janvier 2020 et étant donné l'âge de la fillette et surtout l'état dans lequel elle a été retrouvée, les émotions étaient à fleur de peau pour beaucoup de ceux qui ont témoigné contre le couple. Parmi ces personnes se trouvaient les policiers qui ont participé à l'affaire, un pédiatre spécialisé dans les cas de maltraitance infantile, les médecins légistes, quelques connaissances du couple et Tatiana elle-même. Dans le cadre d'un accord avec le parquet que je vais détailler un peu plus loin. Il convient de souligner que beaucoup de gens disent qu'aux États-Unis, un conjoint ne peut pas témoigner contre l'autre, mais ce n'est pas vrai. Les conjoints ont le droit de refuser de témoigner si on leur demande. C'est ce qu'on appelle le privilège du conjoint.
Mais s'ils veulent témoigner contre l'autre, ils le peuvent, et c'est par le biais d'un accord que Tatiana a accepté de comparaître au tribunal. Avec la montagne de preuves et les nombreux témoins contre Seth, le jury n'a eu aucun doute et, après seulement 1h30 de délibération, il l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quant au procès de Tatiana, il était initialement prévu pour avoir lieu après celui de Seth. Elle avait conclu un accord pour plaider coupable de meurtre au second degré, ce qui lui vaudrait une peine plus légère. Mais 4 mois après le procès de Seth, en mai 2020, elle a abandonné l'accord et a décidé de plaider non coupable. Son procès n'a commencé que l'année suivante, en octobre 2021, et la stratégie de la défense a été de miser sur le récit qu'elle avait donné lorsqu'elle avait témoigné contre son mari. Elle a déclaré qu'elle subissait des abus physiques, émotionnels et sexuels, et qu'en réalité, elle était une victime de violences domestiques, ce qui, à de nombreux moments, l'aurait empêchée de s'occuper de sa propre fille. Les avocats ont également affirmé que Seth était extrêmement autoritaire et qu'il n'autorisait pas son épouse à nourrir Mary. Mais ces arguments n'ont servi à rien. En moins de 3 semaines, le 21 octobre, elle a été reconnue coupable et a reçu la même peine que Seth. Prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Comment 2 personnes qui ont mis un enfant au monde peuvent-elles le laisser mourir de faim alors qu'eux-mêmes étaient pas bien nourris ? Qu'est-ce que cette petite fille a fait pour mériter une telle négligence ? Ce sont des cas comme celui-ci qui nous font réfléchir à beaucoup de choses, surtout à quel point. Beaucoup d'entre nous qui avons des parents ou des personnes qui nous ont donné de l'affection, de l'amour, de l'attention et du soutien, nous devons leur en être reconnaissants. Nous n'avons pas demandé à venir au monde, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Ils se sont battus et ont sacrifié leur vie pour que nous puissions être en bonne santé et vivre nos vies. Contrairement à ces 2 parents qui avaient 3 filles et en ont complètement négligé une seule, sans aucune explication ni raison apparente.